Un rêve me revint le matin. J'étais dans une institution, une sorte d'internat qui ressemblait à une gigantesque colonie de vacances. Je revis des anciennes camarades de collège que je n'appréciais que peu. Je sortais du réfectoire avec tous ces autres, puis je me mis à monter les grands escaliers jusqu'au 2e étage, là où était ma chambre. Le bâtiment fourmillait de monde. Je connaissais chaque élève, et j'étais dans ce rêve moi-même une écolière. Arrivée à l'étage, je reconnus 2 filles qui passaient dans les couloirs devant moi. Afin de ne pas leur paraître suspecte et de conserver l'image de la fille gentille et appréciée par tous, je me mis à leur sourire mièvrement. Soulagée d'être enfin seule, dès qu'elles partirent vers leur chambre, je tournai mon regard vers ma porte où je fus interpellée par la serrure. De celle-ci émanait de la lumière. Elle me fit comprendre que la pièce appartenait à un autre temps. Le nombre 234 y était inscrit. Cela me mit le doute, mais j'enclenchai tout de même la porte, non sans une certaine appréhension. Une fois la porte enclenchée, je dirigeai immédiatement mon regard vers la coiffeuse où y était assis mon colocataire. Il me vit arriver par le miroir, ce qui expliquait son indifférence à ma venue. Il l'avait pressenti. À sa vue, je ressentis un fort sentiment d'amour mêlé à de l'effroi. Sa présence me provoquait de lourds et tremblants effets. Il avait ce regard suave et rempli de charme, mais restait trop insistant. Très séduisant, je fus magnétisée par ce jeune homme brun, d'une beauté sans pareille, une beauté marquée par un regard intense et bien réel. Il portait le déguisement de mon fantasme, mais sa forme était bien réelle. C'est avec ce regard que j'ai pu le deviner. Il représentait un désir intime et une protection solide. Une lueur éclairait faiblement la chambre. Elle venait de la petite fenêtre en face qui donnait vue sur le lac apaisant que j'espérais pouvoir un jour rejoindre. À gauche de l'entrée se situait un grand lit à 2 places. Je compris que près du mur y était ma place, et sur le côté droit du lit y était la sienne. La sienne était dans l'ombre. D'ailleurs, le côté droit de la chambre était si obscur que l'on peinait à voir l'armoire qui se dissimulait dans l'ombre. Elle m'intriguait grandement, car semblait mystérieuse. La scène qui se jouait m'apparaissait dans des nuances de noir et de blanc. J'étais comme plongée au cœur d'un vieux film. Je m'allongeai fiévreusement sur le doux matelas. J'assoupis ma tête et je vis apparaître une femme sur mon côté de lit. Elle représentait, elle aussi, un fantasme, et dès que je l'avais aperçue, m'était monté un désir sexuel intense que j'avais pour elle. Je n'osais pas l'approcher pour l'embrasser, car j'avais honte de ce désir, mais elle, très sensuelle et enjouée, n'attendait que cela. Ce fut dans le silence que le jeune homme se dressa sur ma gauche. Dos à lui, j'avais deviné ses pas silencieux qui se rapprochaient, ainsi que son regard profond qui ne cessait de me fixer. Je me suis alors retournée pour lui faire face frontalement. Étrangement, le fait d'être à 3 dans ce lit m'était réconfortant. Je me sentais protégée et aimée. L'intimité qu'il y eut entre moi et la femme par le partage d'un désir pouvait l'inclure sans que je n'y voie d'inconvénient. Le comportement même des personnages semblait dépendre de moi. D'ailleurs, je ne vis jamais les 2 en même temps, car je devais choisir entre la vision de droite ou la vision de gauche. Unir les 2 dans une même vision m'était impossible, bien que j'eus toujours conscience de ces 2 présences. En communiquant par les yeux, je compris dans le regard de l'homme qu'il m'autorisait à exprimer mon désir pour cette femme. Il venait me signifier que je pouvais la baiser sans honte. J'intégrai le message, puis, toujours en silence, le jeune homme intime et imagé sortit du lit en flottant. J'étais prête à affirmer mon désir et je n'avais plus besoin de sa présence. Je pouvais dès à présent en désirer d'autres, et il ne m'en voudrait pas car il me souhaitait libre. J'étais prête à franchir une nouvelle étape sans qu'il soit nécessairement là. Lorsqu'il partit, il avait embarqué avec lui un ours en peluche. Je l'avais reconnu car c'était notre peluche de l'enfance, celle qui nous liait parce qu'on avait grandi ensemble et qu'il représentait aussi une sorte de frère jumeau. Je venais d'en prendre conscience par une mémoire sentimentale. Le tout en restant effarée et troublée par cet homme inconnu. Pourtant, je l'aimais du plus profond de mon cœur. Je l'aimais d'un sentiment si fort qu'il ne pouvait se révéler à quiconque d'autre, et lui seul le savait et le comprenait. Il en prenait compte, et veillait toujours sur moi. Pour cette femme,
Je n'éprouvai pas d'amour, mais un puissant charnel désir. Dès qu'il fut parti, je ne fus pas empreinte par un quelconque sentiment mélancolique, et je me jetai sauvagement sur la femme tant mon désir urgeait. Je l'embrassai dans une folle sensualité. Elle répondait à mon désir avec appétit. Je descendis alors rapidement jusqu'au bas de son ventre. Je m'aperçus qu'elle ne possédait pas de vagin, mais qu'elle possédait un pénis. Curieusement, je n'en fus aucunement troublée, ni étonnée, mais tout à fait satisfaite. J'étais comblée par le fait qu'elle possédait bien les attributs des deux sexes, un sexe masculin avec une apparence féminine. Cela me donnait l'impression d'avoir toutes les pièces en main et d'avoir gagné en puissance, comme si moi-même j'avais accès aux deux sexes et que je les possédais. Ma sexualité ayant trouvé un certain sens, je frémissais et me réveillais tout exaltée, en ayant pourtant perdu le sens que je venais de comprendre. C'était le soir du 2 avril 2019 que Loïs m'avait invité à aller au cinéma afin que nous puissions coucher ensemble par la suite. Désolée, je ne peux pas m'exprimer autrement, car je ne peux vous mentir en vous affirmant naïvement que nous nous apprêtâmes à tourner la deuxième séance photo. Lui comme moi savions dans quel sens se dirigeait la trajectoire, et je décidai à mes risques de la suivre. Il n'avait même pas essayé de préserver son mensonge en réabordant le sujet. Et heureusement parce que je l'aurais haï et étripé intérieurement s'il m'avait prise pour plus stupide que je ne l'étais déjà. De toute évidence, j'étais déjà acquise. Se donner rendez-vous à 18h retirait toute crédibilité à la réalisation de l'acte photographique. Il avait prévu que l'on aille voir le film Synonyme de Navad Lapid. Je ne me serais pas dirigée naturellement vers ce film, mais Louis le vendait avec ferveur. Il eut d'autant plus envie d'aller le voir qu'on en parlait favorablement dans la presse. Curieuse et intriguée, j'avais accepté. Oui, pourquoi pas, allons voir ça. Au bout de quelques minutes, Loïs n'était toujours pas là. Je l'attendais patiemment. Il souhaitait pourtant venir, non? Au fond, ça m'était égal. Sa présence ne m'apportait en fait que peu. Je me sentais mieux seule, surtout si c'était simplement pour regarder un film. Pour en avoir déjà regardé quelques-uns avec lui, je savais qu'il se concentrait uniquement sur le film sans jamais chercher à croiser mon regard. S'il me regardait, c'était pour vérifier que je suivais bien, jamais pour partager des émotions ou des impressions. Peut-être que j'exprimais des émotions à certaines scènes, peut-être riais-je, souriais-je, étais-je lassée, ou peut-être émettais-je des petites mimiques qui, par une simple expression, expriment le fond d'une pensée. Non, il ne s'en préoccupait pas. Il regardait un film, à côté de moi, mais pas avec moi. Il se fichait bien de mes ressentis et de mes avis. Regarder un film avec quelqu'un signifiait pour lui regarder un film assis à côté de quelqu'un. Rien de plus. Pas d'échange entre nous. Je n'écoutais qu'un murmure mélodieux. Je suis toujours restée très seule en sa présence. Alors vous voyez, cela n'aurait servi à rien d'avoir sa compagnie. Mais j'ignorais pourquoi, mais il commençait sincèrement à m'insupporter et même à me dégoûter. À cet instant, tout m'apparut comme étant sale et atroce. J'en perdais alors ma patience. Bon, je serai au cinéma dans 10 minutes, donc laisse tomber pour le film, car faut pas rater la première scène. Mais retrouvons-nous tout de même au ciné? À toutes! Malgré cette pointe de colère et ma nervosité habituelle, je suis parvenue à me laisser glisser par le film. Je me laissai prendre par ces images et le son, mais mon énervement reprit de plus belle à la vue d'une scène où l'homme se déshabillait sous le regard désireux de la femme. L'attraction sexuelle et l'amour entre les deux prenaient une grande part du film, ce qui le gâchait. Je ne pouvais m'empêcher de trouver ça ignoble. On explorait toujours trop le domaine de la sexualité et des amourettes. Cela ne reflétait ni la misère sexuelle, ni nos occupations principales. La nudité dans ce film m'agaçait déjà fortement. L'histoire du film et son message se voyaient s'altérer dans de l'inutile grossièreté et des apparences. La vue de sa bite me répugnait au plus haut point. La sexualité elle-même me dégoûtait. Je m'éloignai de toute curiosité et de toute envie. Voir des bites et des corps nus m'apparut comme étant une forme d'agression. Je supportais plus et par ras-le-bol, je m'imaginais bien me replier et tendre vers une forme d'ascétisme par de l'abstinence sexuelle. Je sortis de la salle avec un arrière-goût poisson-bouche. Puis je repartis rejoindre Loïs. Celui-ci étant pressé, nous nous empressâmes de prendre le métro. Il marchait vite, comme toujours, et avec ses grands pas je peinais encore à le suivre. Lorsque nous fûmes installés, je lui fis part de mes impressions sur ce film.
Je mis volontairement le dégoût et me focalisai uniquement sur ce que j'en avais pensé en bien. En moi subsistait une force qui me refusait de penser à mal de quoi que ce soit. Il n'en dit rien. Il fit simplement le lien entre ma critique et celle qu'il avait lue. Il était ravi ce soir de me présenter son colocataire, et que nous dînions à trois. L'occasion pour moi de découvrir leur façon de vivre. Bien qu'il fût 21h, Thomas nous avait attendus patiemment, car les deux dînaient toujours ensemble. En arrivant, nous le vîmes sur son ordinateur de sa chambre. Il regardait les locations d'appartements, car celui-ci prévoyait de très prochainement quitter la vie citadine pour celle à la montagne. Plus personne ne supportait la ville. Loïs lui-même, habitué et attaché à la vie en ville depuis son enfance, souhaitait y partir. Thomas me lança un vif salut, avec sa gaie et entraînante énergie qui lui correspondait si bien. Loïs me le présenta, tout en me précisant quelques détails sur lui. Il rajoutait toujours des détails dès lors qu'il me présentait une personne ou une idée. Il me désigna le matériel de Thomas en m'expliquant qu'il était calé en musique et en enregistrement. Comme à son habitude, il ne pouvait pas s'empêcher de le présenter en grossissant ses talents. Je sus alors qu'il y était attaché, car il exagérait toujours les qualités et les mérites de ceux qu'il appréciait. Tu vas voir, Thomas est quelqu'un d'extra. De par sa nature sociable, Loïs m'a formé en cherchant à m'inclure dans les discussions. Il fit en sorte que je ne fus jamais mise à l'écart et que je pusse les comprendre. Je sentais que ma présence comptait, qu'elle avait une place. C'est sans doute la raison qui explique pourquoi je me suis tant attachée à Loïs, et en quoi la tentation de rester à ses côtés était grande. Je l'observais derrière Thomas, en train de commenter les maisons et d'indiquer à Thomas laquelle serait la mieux pour lui. C'est alors qu'en désignant une maison, il lança. « On sera bien ici. » « Oui, une petite chose qui nous déroute. » En effet, il n'était pas question qu'il déménage à deux, mais c'était bel et bien Thomas seul qui devait partir, surtout que celui-ci se recherchait une petite copine. Comment Loïs pouvait-il entrevoir une possibilité pareille à plus de 40 ans? Nous nous dirigeâmes ensuite vers la cuisine pour y préparer les galettes. Il me demanda si j'avais faim. Ça semblait toujours être important pour lui. Je répondis que oui, j'avais faim. « C'est bien que tu aies de l'appétit, c'est ce qu'il faut, » m'avait-il répondu. Il m'expliqua qu'on mangeait les galettes de sarrasin car Thomas était allergique au gluten. Il raconta entre autres qu'ils étaient partis à deux d'une colocation au départ à 4 car elle avait mal tourné. L'un des colocataires avait un comportement irrespectueux envers Thomas. Il négligeait la fragilité de sa santé et de ce fait se moquait de ses limites, ne le respectant pas. Un soir, il était allé trop loin dans ses mots en devenant acerbe. Louis n'eut pu supporter cette méchanceté à l'égard de Thomas. C'est alors qu'il ouvrit ses crocs pour lui aboyer dessus, le prenant alors sous ses larges ailes. Il le défendit avec grande férocité, sans néanmoins lui laisser la possibilité de s'exprimer. Ils partirent alors s'installer à deux dans la rue d'en face. À présent, cela faisait 8 ans qu'ils vivaient ensemble, les deux colocations comprises. Je trouvais que Louise prenait bien trop de place, et cela même si Thomas savait faire valoir la sienne. On ne pouvait que se laisser s'effacer face à l'imposant personnage de Loïs. Personne ne semblait le remarquer, mais Thomas en était réduit à ses siens, c'était son Thomas. D'ailleurs, il l'appela à plusieurs reprises Lapin. C'est un délire entre nous, c'est resté d'une soirée, m'avait-il expliqué. Je trouvais ça sur le moment presque un tendrissement rigolo, mais avec le recul, je trouve ce surnom inadapté, surtout humiliant, d'autant plus que j'entendais ce mot sortir uniquement de la bouche de Loïs. Ils ont, paraît-il, gardé cette habitude car ils vivaient ensemble depuis longtemps. Il ne put s'empêcher d'ajouter à ça. Ce qu'il y a de bien avec Thomas, c'est qu'il n'y a aucune ambiguïté entre nous. On est tous les deux très au clair sur notre sexualité. Sans commentaire. Je m'étais ainsi chargée de couper les tomates et les poivrons. J'avais laissé Loïs s'occuper des oignons car j'avais horreur de pleurer. Il m'a ensuite demandé ce que je voulais boire. Je ne savais pas quoi prendre, alors il a pris une bouteille de jus de tomate dans le réfrigérateur et m'a dit « Tiens, tu devrais prendre ça, c'est super bon avec le tabasco. » Ouais, d'accord. Il s'était empressé de me servir ce jus de tomate car il adorait ça. Je haïssais toujours un peu plus ce jus rouge, mais ses goûts se devaient s'être reflétés en moi, aussi inavouables soit-il. Je m'en suis abreuvée, sans rechigner, car je ne souhaitais pas poser de problème. Une fois l'ensemble coupé, je m'approchai de la poêle afin de remuer les oignons. Il commenta alors. Ça sert à rien de remuer tout le temps, il faut le laisser tant que ça cuise. C'est ce que je dis toujours à Thomas, maintenant il sait m'écouter. Je lâchai alors la cuillère pour lui laisser prendre la main, puisque monsieur savait bien y faire. C'était sa spécialité que d'étaler ses connaissances et son savoir-faire. Dès qu'il pouvait être utile, il n'hésitait pas à prendre sa place pour se mettre en avant. Dans sa démarche, il ne s'agissait pas de montrer qu'il était mieux de tout le monde, mais de montrer qu'il avait de la valeur parce qu'il savait. Que la valeur qu'il s'accordait ne comptait que sur ses connaissances. Autrement, je suis sûre qu'il se détestait.
Dès lors qu'il put apporter de l'aide à une personne, il sortait subitement de sa neutralité d'expression pour donner des conseils à tout va. Il ne s'agissait pas d'altruisme, mais d'une volonté de se mettre en avant et de se donner de l'importance, montrer qu'il savait. Oui, parce qu'en suivant son exemple et ses conseils, on pourrait enfin comprendre comment s'en sortir dans la vie, exactement comme lui. Ah ah. Je parais par mes dires agacée par ces petits détails du comportement. Mais à ce moment-là, j'étais en réalité extasiée, car je ne percevais que sa beauté. Nous nous attelâmes sur la grande table en bois, lorsque le repas fut prêt. Nos appétits reflétaient notre joie et l'agréabilité de la soirée. J'avais besoin d'une atmosphère agréable et d'une soirée riche et douce. À force de rester seule, je commençais petit à petit à périr. Alors le simple éclat d'un rire ou la moindre chaleur humaine suffisait à me réanimer. Je me sentis bien, en raccord avec leurs idées et en adéquation avec qui ils étaient ou prétendaient être. Je fusionnais presque avec leur lieu de vie. Nous avions discuté de politique, de souvenirs, de cinéma et de tout un tas d'autres trucs. J'appréciais leurs débats houleux et leur mordante ironie. Louis s'exprimait avec humour son énervement sur le mot « dynamique » qui était pour lui vide de sens et insignifiant. Je riais. Thomas et moi nous lancions des regards moqueurs quant au caractère excessif de Louis. Il le savait, mais ce caractère constituait sa petite fierté. « Tu vas voir, Thomas est un grand bavard comme moi. On se demande toujours qui de nous deux va lâcher en premier. » m'avait-il annoncé. Non, Louis n'était pas bavard, mais excessivement bruyant, et je ne ferai pas davantage de commentaires quant à la promiscuité qu'il y eut entre les deux. Louis en était complètement inconscient, mais il prenait parole les trois quarts du temps. On ne pouvait le comparer à quiconque d'autre, mais son bagout me séduisait tant. Pendant la soirée, je me décoinçais un peu. J'avais peur d'être gênée ou de ne pas savoir que dire, mais que nenni. Les deux aidaient à la discussion. Ils étaient décontractés et se lâchaient comme pas permis, notamment Louis. Ce relâchement entre potes me plaisait. Je rejoignais là mon fantasme et ma fascination pour les relations entre les hommes. Mais en même temps, j'étais émissée au cœur de leur intimité où ma place n'avait pas lieu d'être. Du moins, c'était ce que je croyais, car dans un monde raisonnable, je n'aurais jamais dû côtoyer cet homme, et lui n'aurait jamais pu m'amener jusque chez lui. Ils me contèrent aussi leurs vacances dans la montagne, et me montrèrent quelques-unes de leurs photos. Louise me raconta un épisode bien particulier de son voyage qui fit penser à Thomas qu'il était bien fou. Louise, toujours remplie d'ambition, avait fait mûrir l'idée d'un campement sauvage en pleine montagne pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il fallait pour cela n'être muni que d'un simple sac à dos, autrement il n'aurait pas eu son quota de défis ni la satisfaction de s'être accompli. Le confort ne lui présentait pas grand intérêt. Alors ses amis ne voulaient le suivre dans son périple. Il avait alors décidé de passer la journée seul en se mettant au défi de courir jusqu'à atteindre une très haute altitude. Et ça bien sûr sans grande protection. Même équipé, il restait casse-cou, préférant toujours suivre ses exigences par fierté et volonté de réussir que de s'écouter. C'est alors qu'en courant, il se prit une branche et faillit perdre pied en commettant une chute fatidique. C'est par grande chance qu'il put se raccrocher sans tomber. C'est à ce moment qu'il sentit des esprits de la nature le préserver et le protéger. Au plus il gambadait dans la montagne, au plus il ressentait cette protection. Depuis lors, il savait chaque fois leur présence sécurisante et protectrice. Il fut si stupéfait par cette expérience qu'il s'éclamait longuement sur sa véracité. Ses amis ne le crurent pas et lui s'en défendait encore ce soir avec sûreté. « Ah, mais je vous jure que je dis vrai, hein, il y avait bien des présences qui me protégeaient. » Cela me faisait doucement rire, car ces paroles venaient de celui qui rejetait en bloc toute information relevant de l'invisible. Moi, je le croyais fermement, et je vivais son expérience avec lui, voyageant encore dans ses yeux. Cette histoire m'avait touchée. Je ne l'avais jamais vu si sûr de lui, il en devait même buter tant il était sûr. Loïs aurait fait un excellent charlatan. J'admirais toujours ce trait de caractère qui donnait tant d'assurance, tout comme elle permettait d'avancer sans se démonter. Je percevais dans son tempérament un mélange d'idéalisme et d'orgueil qui s'alignait parfaitement bien. Il se prenait pas mal de désillusions, mais il était aussi habitué à montrer sa fierté et son indépendance derrière ses ambitions et son manque parfois de raison. L'évidence de notre rencontre était donc réelle. J'avais besoin de lui pour trouver mes propres repères et me défaire de cette image d'un homme idéal. Je nous voyais à même niveau, car il était buté dans l'intellect et moi j'étais dans l'excès d'intériorité émotionnelle. Pour moi, il s'était coupé de cette intériorité, refusant toute association de près ou de loin avec un quelconque féminin, et il s'en sentait vide intérieurement. Son intelligence était alors construite de façon cognitive uniquement. Je fantasmais sur ce que je ne possédais que peu,
et lui idéalisé pour rester dans le fantasme. J'étais amoureuse de son image, sans même voir que celle-ci venait de ma propre projection, et lui restait fasciné par ces belles images. Alors le fantasme que nous avions l'un pour l'autre s'arrêterait, dès le moment où nous nous rencontrerons, car Loïs ne peut dépasser l'étape du fantasme pour voir ce qui s'y cache derrière. Nous ne pourrions donc nous rencontrer. Lui resterait dans la peur d'être démasqué, et moi je resterais blessée du fait de ne pas être entendue. Ainsi, nous resterions tous deux frustrés dans notre solitude. Au plus je me rapproche de lui, au plus je découvre un être effroyablement seul. Je voyais se dresser devant moi, la porte au regard amusé de son colocataire. Il nous souriait, comme si nous étions dans un jeu, où rien n'était sérieux. Nous jetant un bref coup de tête, il prononça cette phrase dont je me souviendrai toujours. « Amusez-vous bien ?» Puis, il retourna sa tête vers son téléphone, vaquant alors à ses occupations. « Oui, vous l'avez bien entendu. Amusez-vous bien !» Quel malheur de prendre à la légère ce qui est lourd d'importance. Mais peut-être prenais-je la situation trop au sérieux et Loïs trop à la légère. Mais ça, c'est une évidence. Loïs, ce caduc personnage aux multiples visages, referma la porte de sa chambre derrière lui, en clôturant alors la dernière scène de cet heureux spectacle avant la chute. À présent que nous n'étions que deux, moi, naïve, j'espérais la poursuite des discussions de la veillée. Ah, moi et ma sagesse enfantine, je suis bien tombée des nues. Je m'étais accroupie à sa droite sur son matelas, puis j'avais ouvert ce fameux cabas marron qui ne me quittait jamais. Je fis sortir de celui-ci une chemisette rouge bordeaux avec des petits points noirs, et je la plaçai à hauteur de mes yeux. C'était la plus belle de mes nuisettes. Elle était dotée d'un décolleté qui mettait en valeur ma poitrine et mes formes en donnant un effet bombé. Elle datait déjà de 2015 et pourtant elle était toujours intacte et suffisamment large pour que je puisse m'y contenir fort longtemps. Je la porte encore à ce jour. J'y suis tant attachée que je ne veux plus qu'elle me quitte, comme ces vieux foulards de nos 5 ans. Oui, à 5 € chez Leclerc, on trouve des petites mines d'or. Je me souvenais si bien d'où venaient mes vêtements, des circonstances dans lesquelles ils m'avaient été offerts, de pourquoi je les avais achetés, pourquoi je les mettais encore, et comment est-ce qu'ils étaient venus me parler. Oui, parce que les vêtements parlent. Les vêtements ont des oreilles et même pire, les vêtements sont des éponges. C'est pourquoi je devrais, pour ma santé mentale, sérieusement songer à arrêter de mettre les mêmes fringues depuis 10 ans, du moins pour ceux qui me vont encore. Recycler l'ancien pour me renouveler me serait libérateur, car j'oublie bien trop souvent que les vêtements sont mêlés à mes affects, car au moment où je les porte, j'en oublie toujours leurs conséquences. Le passé ne cesse de vivre et de parler au travers eux. Ils sont si lourds d'importance. Alors je vous avertis, tenez-vous à distance d'eux quelquefois, car il faut parfois avoir peur du commun pour ne pas se perdre dans les filets anciens de nos vieux chiffons. Alors dites-leur de se détacher de vous avant que nous fassiez qu'un avec eux. Alors pitié, pitié. Ayez peur d'eux avant qu'ils ne vous atteignent. Je vous en conjure même. Pardon si cela vous indiffère, mais j'étais dans un état d'euphorie pas possible. Il me fallait absolument me canaliser en détournant mon attention de son but principal, car oui, les souvenirs les plus émotifs me font toujours rire. L'émotion et la tristesse se détournent par le rire. Avec le rire, on rend n'importe quelle situation agréable et l'on parvient à transformer tout malaise, toute tristesse et toute nervosité en fabuleux événement. Toujours accroupie, avec cette nuisette entre les mains, je songeais à mon habillement. Un short noir en tissu qui remontait jusqu'à ma chemise, elle blanche avec un imprimé fleur. J'assemblais toujours les deux pour donner élégance à mes grandes jambes, finesse à ma taille ainsi que force à ma poitrine. C'était la même tenue que lors de la séance photo. Il devait bien s'habituer à me voir toujours à l'identique, car j'ai travaillé. C'était important pour moi. Mais Loïs, comme n'importe qui, se fichait bien de mes préoccupations futiles, et ce n'est pas en contemplant cette nuisette que j'en deviendrai moins ridicule, moi qui venais de penser « Je vais la mettre, elle est parfaite, elle lui plaira ». Peu à peu, je dus quitter mes divagantes pensées pour faire face à cette angoisse dont je ne pouvais éviter la confrontation puisque je sentis la présence d'un homme, debout, derrière moi, en position de force, qui s'approchait pas à pas dans l'ombre. C'est sans l'ombre d'un doute que j'entendis son petit rictus moqueur et sa voix prononçant avec une pointe de mépris « Ah, tu as prévu de mettre une petite nuisette ?
comme tu es mignonne. Une fois que ces dernières paroles me furent annoncées, il me balança cette phrase qui me gêna. Je t'ai déjà venu, tu sais. Réfléchissons un instant. Quand bien même cela était vrai, mieux valait-il pas prendre ses précautions et y aller étape par étape, comme je l'entendais me dire si souvent? Préserver un peu d'intimité n'était-ce donc pas possible? Nous ne connaissions que très peu, et cette histoire se déroulait bien trop vite à mon goût. J'avais envie de prendre mon temps, d'y aller en tâtonnant tranquillement, mais je n'avais pas mon mot à dire, car j'avais bel et bien suivi l'élan de sa trajectoire. Je n'avais plus mon libre arbitre, j'allais là où Louis s'orientait le vent. Je m'aperçus que trop tard, ou qu'avec trop de doute, que cet homme m'ignorait. Comment allais-je faire maintenant? Comment faire demi-tour lorsque cet homme, soudain, se plaçait devant moi avec le torse déjà nu? Lui qui, empressé, ne regardait avec une forme de voracité tout en dévisageant ma chemisette de haut en bas, avec un air narquois pour me dire « Mais t'en auras pas besoin, tu sais !» C'est alors qu'il se rua sur moi, et subitement me saisit, sans même que j'en pusse avoir le temps de comprendre ce qui venait d'arriver. Ensuite, il m'arracha de ma nuisette en me prenant sauvagement dans ses bras. Il s'agrippa fortement à ma taille pour que je puisse me laisser retomber dans ses bras. Je sentis le contact de sa peau contre la mienne, et pris d'un élan et sans crainte, il m'embrassa avec une grande fierté. Je fus pris d'un violent et inattendu coup de poing dans le cœur qui me fit adorer son audace. Il avait su me surprendre, lui qui désirait me prendre à nu, voilà qu'il a su m'y mettre. Il me montrerait accru, et moi qui n'y aurais jamais cru, voilà que je me surpris à vouloir le dévorer cru. Prenant alors place, dans son élan, je rendis son baiser avec ferveur, de sa lèvre à ma lèvre, et de ma langue à la sienne. L'instant se profilait si vite devant moi que je ne pus saisir le moment où il devint minute. Il se mit rapidement sur le dos, avec ses avant-bras qui le soutenaient. Il me rechercha du regard avec un grand sourire aux lèvres et un air coquin. Son cou ayant bien fonctionné, il scrutait avec curiosité mes réactions. Je le voyais déjà anticiper le plaisir qu'il allait prendre à me faire découvrir cette forme de sexualité. Le vrai dîner allait enfin lui être servi. Je me laissai porter par ce désir, et je compris par son regard qu'il fallait que j'ôtasse mes vêtements pour être totalement nue. Je déboutonnai ainsi ma chemise, puis je l'ôtai, le soutien-gorge y passa, puis le short, et enfin je finissai par la petite culotte. Lui, pendant ce temps, et dans la hâte, retira son jean bleu et son caleçon blanc. Synonyme, synonyme, synonyme. Ce mot me fit frissonner car il résonnait fortement en moi. Le film vint me faire sens, et comme un écho se rejouait devant nous la scène de la séance photo dans laquelle j'avais été l'actrice. Le mouvement de cette répétition offrait un rapprochement nouveau, mais ce palier qu'il venait de franchir vint progressivement l'éloigner de moi au lieu de l'en approcher. Une fois nue, je me retournai pour découvrir son corps. Il ne me suscitait pas tant de désir, mais lorsque je vis son pénis, la change avait donné. Se réveilla soudainement un fort appétit. Je découvris qu'il était possible que je désirasse si fortement un pénis et surtout que le sien m'était irrésistible. On devient si facilement aigri et rigide lorsqu'on sait notre corps faillible, lorsqu'il ne nous est pas donné ce que l'on souhaite avoir ou que l'on croit être passé sous trappe, mais l'on ne se passe pas de ce dont on a besoin et l'on ne s'enorgueillit pas de ne pas avoir. On a ce que l'on doit avoir lorsqu'on ne tire pas fierté de ne pas avoir. Si tu penses te suffire à toi-même, eh bien c'est très bien, car on ne te donnera rien. Le dégoût trahit l'envie, et par lui on viole le désir. Le rire cache un malheur certain et la sexualité traduit le rejet. C'est en passant du dégoût à l'envie que j'ai découvert ma faim, et c'est en passant de la spectatrice à l'actrice que je me suis mise à désirer. J'ai ainsi pu réaliser que ma honte et ma pudeur camouflaient mon désir. Hypnotisée par son sexe, je ne pouvais lâcher mon regard de cette précieuse partie de corps. Il m'appelait, je devais venir à lui, il me le fallait, je devais lui obéir et suivre cet appel sans l'arrêter. J'en eus besoin. Moi qui, par absence en doutais, je découvrais au travers cette fougue et dévorante envie que j'aimais les hommes, mais surtout qu'il y avait une chose dans cet homme qui m'envoûtait. Je ressongeai alors à mon rêve avec l'hermaphrodite, ce rêve qui m'avait donné accès à la connaissance de ma sexualité. C'est alors que je relâchai tout ce poids et cette pression qui me pesaient. Je me libérai enfin de l'ignorance de mon désir, mais je commençai à douter qu'il m'appartînt réellement. En était-ce à l'origine? Me l'avait-on imposé?
Il me monta par impulsion et m'enivra de plus en plus. Je réalisai que son sexe, finalement, m'était apparu comme étant trop appétissant. « Tu es gâté pour tes débuts », s'exalta Loïs, le cœur rempli d'autosuffisance une fois m'avoir dévoilé son sexe. Je montai alors mon regard pour rejoindre le sien. Toujours sur le dos, il me souriait et je lus dans son regard et par sa posture qu'il attendait que je le rejoignisse afin que je lui donnasse du plaisir. Instinctivement, je m'exécutai en me plaçant sur lui, corps à corps et de face. Je l'embrassai tout en lui souriant et lui me le rendit, ce sourire. J'encerclai son visage avec mes doigts qui titillaient sa peau. Elle était celle d'un homme mûr que je caressais et que j'embrassais encore en faisant le tour de son visage. Lui fermait toujours ses yeux pour se concentrer sur ses sensations, et moi je lui donnais la douceur qu'il voulut recevoir. Je lus à son sourire qu'il appréciait mes caresses. Je me donnai avec tendresse, le tout en espérant que ses désirs soient comblés, le mien m'étant révélé. J'avais cette chance de pouvoir me donner à un homme. J'eus la joie de l'encercler avec légèreté, mais aussi l'orgueil de me prendre pour une mère qui protégeait son fils. Je le dominais par ma posture, et lui s'abandonnait dans mes délicatesses. Souriant aussi, assoiffé de tendresse, je m'imprégnais de son odeur, j'observais les nombreux grains de beauté qui garnissaient le haut de son dos, et je me saisissais de sa peau pour la tenir contre moi. Nos regards n'eurent plus d'utilité lorsque nous comprîmes que nos désirs étaient partagés. Il aimait la forme et la fermeté de ma poitrine. Il en mordillait souvent la pointe, et ce faisant, je l'embrassai encore. Avec ma peau, je découvris son torse, puis je continuai à descendre jusqu'à atteindre le bas de son ventre, encouragé par des désirs qui frémissaient et transparaissaient sur nos deux visages. Lui restait sur le dos, et moi je devais, avec mon intuition, deviner ses désirs pour lui combler. Je le fis avec enthousiasme et appétit, car j'espérais le satisfaire. Si je n'y parvenais pas, il me guidait discrètement avec ses mains. J'ignorais ce qu'il voulait. Je n'aimais pas trop quand il me touchait. Cela me gênait, car je trouvais ça dégoûtant. Mais pourtant, je sus me laisser prendre en m'abandonnant dans l'instant. Il ne sut pas me donner de plaisir. C'était pour lui un devoir. Il n'aimait pas ça et ça se ressentait. Cela ne dura que quelques instants. Et il cessa vite de le faire lorsqu'il comprit que ce n'était plus nécessaire pour n'obtenir que ce qui le satisfaisait. Il ne pensait comme toujours qu'à lui-même. Il voulait que j'aille bien dans les profondeurs pour que son sexe atteignît bien ma gorge. Il m'encourageait à continuer encore et davantage car il voulait que je parvins à le faire jouir. Cela dura longtemps car je dus m'y mettre à plusieurs reprises. Lui fermait toujours fermement ses yeux en se concentrant davantage sur ses ressentis. Puis, d'un coup, sa perversion m'est montée au visage. Je commençais alors à me sentir mal. Je me sentais vulnérable et plus du tout en confiance. J'eus un instant très peur de sa présence. Lui, voyant que je ne parvenais plus à le satisfaire, ne força pas davantage. Il a réouvert ses yeux puis m'a dit « C'est pas grave pour une prochaine fois !» Un peu perturbée, j'ai relevé ma tête et j'ai soutenu son regard avec insistance. Lui m'a souri, m'a caressé doucement la tête, puis m'a pris dans ses bras. Il m'est revenu, et je m'en sentais déjà un peu mieux, sans pour autant me sentir protégée. Allongée à ses côtés, je me suis recentrée et je me suis retournée dans ma sphère pour instaurer de nouveau cette confiance que j'avais perdue. « Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ?» En lisant l'attente sur son visage, mais sans néanmoins savoir que répondre, je lui dis « C'était bien, j'ai bien aimé. » Je ne lui dis pas grand-chose d'autre que ces 2 ou 3 mots, et ce même après. Et il chercha de nouveau à vérifier que c'était bien la première fois que je partageais du charnel avec un homme. « Donc c'est bien la première fois que tu fais ça. » Je lui certifie encore en hochant la tête. « En tout cas, c'est surprenant que tu sois autant à l'aise pour une première fois. Je suis épatée. » À cette dernière parole, il me sourit et me serra de nouveau dans ses bras. Il voulait habituer le contact de nos 2 corps pour que nous puissions aller plus loin dans l'exploration de la sexualité, car en gardant ce contact, je finirais par avoir désir qu'il me pénètre. Cet instant ne lui suffisait pas. Le sexe étant vecteur d'idéaux dans son univers fantasmagorique, cela rendait inévitable la déception lors de la réalisation d'un acte sexuel réel. Mener égocentriquement son jeu rendait ici la beauté de ses idées
inévitablement perverse. Il était un être qui se permettait de contourner les lois et les obstacles pour vivre dans l'inconscience de ses actes. Sa parole rendait compte de mon importance, mais les faits témoignaient de son imposante place, et seul son égoïsme transparaissait au sein de cette relation. À présent que j'avais bien progressé sur la trajectoire, je ne me voyais pas y revenir. Louis décidait même de mes gestes, de ma façon de faire, ainsi que du déroulement de nos actions. J'avais mal, mais je ne parvenais pas à l'exprimer. Je me sentais dupée et surtout rabaissée, et je souffrais de ne pas être entendue par lui. Comment pouvais-je me laisser autant brimer? Je n'avais donc aucune considération ni aucune estime pour moi-même. Lui ne me lâcherait pas tant qu'il ne m'aurait pas pénétrée. Je venais à peine de découvrir la sexualité avec lui, et j'avais du mal à penser qu'il puisse me pénétrer au regard de son sexe qui était long, large et immense. Moi, je me sentais à l'étroit. Je ne le souhaitais pas, car je n'étais pas prête. Petite et serrée, je m'étais recroquevillée. Mes désirs me semblaient contrits, car je ne les ressentais pas. Je me sentais oppressée et forcée d'agir dans le sens de ma mort par l'intermédiaire de désirs qui n'en sont pas, ou du moins qui ne sont pas les miens. Je m'éteignais petit à petit, et je me sentis si triste de ne pas pouvoir en pleurer. Plus c'est gros, plus ça passe. Cette expression bien vulgaire s'appliquait à merveille dans cette histoire. Mensonge dans le désir, mensonge dans la relation, mensonge dans les paroles, grosseur de la verge, maigreur de la vierge. Mon poids portait le mensonge que j'avais accepté de croire, et les siens m'écrasaient ici. Ici, j'occultais les mensonges. J'étais encore maigre, mais mon squelette allait porter la grosseur que m'avait donnée son mensonge. Mensonge du corps, mensonge du cœur, trahison. Sa présence me devint dangereuse et commençait à se dessiner devant moi. Une destruction. La séance photo se répétait ici par écho, et l'essence de sa recherche se rapprochait de son but aliénant. Cette aliénation s'intensifiait au plus il se rapprochait de moi. Le temps s'accélérant, il devait se dépêcher pour m'avoir. L'attraction se transformerait alors en répulsion. Sort inévitable et irréversible, mais tant qu'il n'aura pas vu le bout, il ne me lâcherait pas, et c'est d'ailleurs ce qu'il m'a hautement prononcé le lendemain matin même. Je ne te lâcherai pas, ma petite Maria. Je l'avais pris pour un signe d'affection, mais ce signe révélait la dangerosité du personnage et de son attachement. Attachement qui plus est totalement inexplicable puisque j'étais avec lui dans une passivité des plus totales, voire même étais-je absente. Pourtant, j'appréciais vraiment sa présence, mais son comportement me dépassait, et je crois qu'il le dépassait lui aussi. Il vivait dans une bulle de fantasmes. Il était vraiment inaccessible, et je le voyais s'enfoncer de plus en plus bas dans une dynamique qui finirait par le perdre. Il était cantonné à ses idéaux fantasmagoriques, c'était effrayant à voir, il semblait nous avoir définitivement quittés. Il m'a montré dans la soirée des effrayantes photos d'une de ses précédentes modèles. Frayeur devant cette fraîcheur et tendresse nue, violation d'une intimité et d'une identité. J'ai vu en la nudité de cette femme plus de jeunesse et de fragilité qu'en la mienne, un peu plus d'abandon mais surtout un abus. La fragilité donne ouverture à la monstruosité. J'eus pitié plus que compassion. Hélas, un prédateur n'a ni attachement ni empathie, et surtout pas de considération pour ses proies. Malheur à celle qui croit percevoir en lui un valeureux prince. Il est un vulgaire, un vorace. Son cœur a de la pourriture, et méfiez-vous car c'est transmissible et contagieux. Puis il n'y a aucun outil qui pourra effacer les dégâts causés. S'il salit, c'est qu'il est sale. Monsieur ne pratique pas le dépucelage, mais la cueillette à la moisissure. Combien de jeunes femmes a-t-il détruites? Combien de jeunes femmes a-t-il par ailleurs sauvées?
Si tu as aimé ce premier moment charnel, c'est prometteur. Et avec un peu plus d'expérience, attention, et c'est top ton enthousiasme et ton appétit pour la fellation. Et t'aimeras qu'on aille plus loin, mais pas de pression, rien ne presse. La prochaine fois, tu pourras aller jusqu'au bout en me faisant jouir, et moi je te doigterai et lécherai encore. On continuera l'entraînement car ton sexe est très étroit, et en pensant à ce moment passé à deux, tu peux en profiter pour te caresser. La taille de mon steak, ce n'est pas un frein à ma jouissance. Faudra juste me sucer plus longuement, et comme tu es doué et apprends vite, c'était très agréable de voir comment tu as pu apprécier le fait de me sucer, et au moins tu le sentais bien en bouche. Tu es gâté pour tes débuts, lol. Décrépitant et dépitant. Je me demande encore comment j'ai pu accepter de rentrer dans son jeu initiatique, le tout en niant sa perversion et mon aveuglement face à celle-ci. Plus c'est gros, plus ça passe, mais je suis loin de n'être qu'une victime, et même au contraire, j'agrémentais et nourrissais son jeu malsain. Ce faisant, j'encourageais la descente. Vulgarité et grossièreté n'auront jamais été si laides que dans ces échanges. Je me sens en réalité libre de vous les montrer crus. Il ne me l'avait jamais rien montré d'aussi révélateur de sa psyché, et c'est en toute transparence que je me mène au cœur de ma bêtise et au cœur de sa perversion. La prochaine fois, on testera le 69, c'est agréable et fun comme prix. C'est vrai que je suis gâtée pour un début. Tant mieux si tu aimes, et je t'apprendrai à faire de magnifiques fellations si tu veux, ma craquante petite chérie. Ah oui, je veux bien. Avec plaisir, et tu verras comme c'est bon et excitant de me faire jouir en me suçant. J'imagine. Et je ferai de longs cunis, et je dois dire que tu as une magnifique petite chatte. Oui, mais petite. Oui, mais t'inquiète, en te léchant et en doigtant bien et avec douceur, elle s'élargira. Ça se prépare. Il faut faire ça, bien prendre son temps, et c'est l'avantage d'une initiation avec un garçon expérimenté et patient. Si tu as envie qu'à un moment je t'initie vraiment au sexe, que je te pénètre, je mettrai bien sûr un préservatif. En tout cas, quand je vois, tu vas adorer et que tu seras même impressionné par l'effet ressenti, surtout si tu as un orgasme. J'ai beaucoup d'estime, d'affection et de désir pour toi. J'ai envie de t'apporter de bonnes et belles choses, et je suis touchée par ta belle confiance et flattée d'être ton mentor. Et avec le temps, il y aura une osmose, quelque chose de fusionnel, et on s'amusera tout en prenant beaucoup de plaisir. Je n'y vois à présent qu'un grand désespoir. C'est ce qu'il y a au fond derrière la perversion. Cela ne me dégoûte même plus. Il ne cherchait qu'à montrer sa puissance au travers de la pénétration dans le cadre de mon initiation. Son impuissance était telle que sa blessure était irréparable. Tant qu'il n'aura pas dépassé cet orgueil de la toute-puissance, il ne pourra jamais avancer. Il perpétue dans la lutte. Il lutte contre l'impuissance. Il est en perpétuelle lutte et ça le fatigue. Et il gonfle son ego pour permettre cela. C'est du narcissisme, mais il ne le sait pas, puisqu'il nie cette impuissance. Il est en perpétuelle lutte contre lui-même, et ça doit être atroce d'être à sa place. Je disais qu'il était comme un enfant en soif d'affection que j'ai envie de prendre, qu'il était débordant de pulsions qui l'envahissaient, que je voulais lui donner de ma tendresse, même s'il n'aurait su comment la prendre pour qu'elle le satisfasse, qu'il n'aurait pas su se retrouver en moi, puisqu'il ne peut se retrouver dans ce qu'il recherche à travers moi. Mais non, non, il n'est pas un enfant que j'ai envie de prendre, quand bien même il se cache. Son image n'existe plus pour moi, elle est morte. Je dois aujourd'hui travailler à la tuer de mon visage. Alors permettez-moi d'ouvrir mon appétit d'ogre. Je l'avais vue au cinéma lors d'une avant-première. Je pris ma place, puis je montai les escaliers pour rejoindre la salle. Étonné, je l'aperçus à l'entrée. Il me reconnut et me sourit. « Ah, ça va, ça me fait plaisir que tu sois venu. » Eh bien, moi aussi, j'eus grand plaisir à le revoir, sauf que lui mentait. Je ne le croyais pas, je le croyais plus, car je l'ai vu, ce décalage de quelques secondes entre le moment où il me vit et le moment où il m'a souri. Ça ne mentait pas. Il n'y avait là ni naturel, ni spontanéité. Ce n'était que de l'imitation. Je m'imaginais comment mimer les comportements sensibles devait être fatigant, car mentir, pour ne pas être démasqué, n'est jamais évident.
De mon côté, j'étais contente que ce soit lui qui anime l'avant-première. Mais j'étais aussi triste de comprendre que, dès lors qu'il ne m'aurait plus dans son champ de vision, il m'oublierait de sitôt. La salle est pleine, mais tu as de la chance, il reste encore 2 places. Il y en a une tout devant. Vas-y, je te suis et je ferme derrière. Il m'arracha ensuite le bout de mon ticket, afin que je puisse rentrer, puis il referma la porte derrière lui. J'obéissais en avançant, sans néanmoins me sentir réellement présente, à la manière d'une pièce de jeu qui attend d'être déplacée. Les premiers sentiments m'étaient montés à la simple vue de son visage. Je me sentais ridicule vis-à-vis de lui, surtout que c'était la première fois que je ressentais des choses si fortes pour un homme, si agréables qu'elles en deviendraient si douloureuses. J'en eus si honte, j'eus honte d'elles, et j'éprouvai l'envie de les faire taire, en me camouflant. Mais malheureusement, je dus me placer tout devant à l'encontre de mes habitudes. Oui, parce que la situation avait changé depuis la première avant-première. Je n'étais plus un élément caché qui se devait d'être révélé, mais un élément connu, car déjà révélé. C'est alors que je me suis rapidement remise dans mes états de tristesse en me sentant insignifiante et me dévalorisant mentalement. L'envie de perdre la sensation d'exister me vint l'espace d'un instant. La tristesse devait se lire sur ma mine, celle qui me vaut ce « tu fais toujours la tronche » de la famille. Je réalisais d'à quel point je me pourrissais l'existence en me plongeant si vite dans des pensées destructrices. Je m'imaginais si vite que je n'avais de la place nulle part et qu'il fallait mieux disparaître puisque je n'avais de l'importance pour personne. Je cherchais à m'amoindrir et cette place, en avant, me mit mal à l'aise. Heureusement, la séance me fit sortir de cet état d'enfermement. J'avais ri et pris grande joie. Je me souviendrai de ce film qui m'avait redonné le sourire et que j'avais tant apprécié. 2 fils de Félix Moiti. L'histoire d'une relation de famille entre un père et ses 2 fils sous forme d'une comédie. Pour le débat de la fin, le réalisateur n'était pas présent, mais l'acteur Vincent Lacoste était là en tant que représentant. Dans le film, m'avait interpellé le jeune garçon, le plus jeune des fils qui se questionnait sur Dieu. Il s'était demandé s'il devait choisir entre Dieu et les femmes. Songeuse, j'avais demandé à ce qu'on m'en dise un peu plus. Vincent m'a souri, car ce dialogue l'avait lui aussi interpellé, mais il ne put m'apporter de réponse concluante, puisque les interrogations de ce jeune garçon restaient propres aux réflexions du réalisateur. Il finit par me dire qu'il lui poserait la question. Cela m'avait intriguée par ce que je m'étais sentie méprisée sur le moment, et je songeais au fait que cette question n'avait pas de sens, puisque Dieu et la femme s'imbriquaient l'un dans l'autre. Cette question soulevait alors l'absurdité d'un choix, caractéristique d'une période où la réflexion mène à une binarité outrancière. Je n'obtiendrai donc pas de réponse directe. Et c'est d'ailleurs tant mieux, car les réponses ne viennent toujours que par des intermédiaires. Autrement, elles sont inadéquates. On répond ni l'un ni l'autre, l'un et l'autre. Oui, non, mais il faut nuancer. Il ne faudrait surtout pas prendre le risque d'apporter la réponse la moins désirable. Alors on ne tranche pas, et l'on évite tout malentendu possible. Si l'on n'est plus capable de comprendre les nuances, c'est qu'on est perdu au point d'exiger réponse dans l'immédiat. J'hésitais donc à poser une seconde question, mais je ne le fis pas. J'avais déjà fait l'effort de sortir ma coquille une fois, je me refusais à y sortir une seconde fois. Pourtant, en sortant de la salle, je songeais aussi à accoster Vincent. Nous avions traversé la foule au même moment, et lorsqu'il partit fumer sa clope, je voulais le rejoindre à lui pour discuter un peu. Mais je ne le fis pas, car immédiatement cette pensée m'est venue. Non, tu n'as rien à dire, ça ne sert à rien. Tu sais même pas quoi dire, tu vas être ridicule. Je retombais alors dans cette tristesse, à l'entente de ma pensée, qui était encore une fois destructrice. Je m'amenuisais à mon encontre. Je dus sentir des larmes qui sommeillaient remonter doucement, mais ma dureté de cœur me fit les oublier. Il était temps de partir, de me cacher pour ne plus être vue et enfin pouvoir disparaître. Il me vit prendre la fuite, nos regards se croisèrent et je crus qu'il s'attendait à ce que je vinsse le voir pour engager une discussion. Ou peut-être mon imagination me joue encore des tours comme elle m'en jouera encore par la suite. Et cela sans doute dans le but de me faire culpabiliser de ne pas y être allée. J'interprétais les regards pour me faire comprendre que j'étais responsable de tout ce qui ne m'était pas arrivé dans la vie. En l'observant brièvement partir dans ses pensées, j'interprétais que, par mes actes, j'encourageais la fuite. Alors je me fermais de nouveau, agacée encore par moi-même. Je cachais toujours mes possibilités d'ouverture pour rester invisible. Toutes mes portes étant closes, je ne laissais aucune place à la nouveauté et à la rencontre. Ne voir personne, ne pas sortir et surtout ne pas penser, telle était ma devise. C'est pourquoi tous les regards semblaient tourner autour de moi, et j'étais incapable de quitter mon égocentrisme pour ne plus me sentir agressée. En transposant ainsi, je ne pouvais que me sentir menacée par les autres, d'où la nécessité de disparaître pour me permettre de faire fi de ces voix. Il suffisait d'une simple pensée.
suffisamment néfaste pour que je me complusse dans mon enfermement et que je m'aveuglasse. En rentrant dans mon studio, je songeais de nouveau à Louis, ce beau parleur qui m'aurait fait croire n'importe quoi pour redorer son image, et s'assurer par mon admiration qu'il était toujours le héros de ses histoires. À l'entendre, il aurait toujours su saisir les opportunités, aurait fait les choix les plus judicieux dans sa vie, et surtout agirait continuellement en pleine adéquation avec qui il était dans le fond sans jamais se tromper. Il mentait pour paraître fort et valeureux. Je le savais car je ne pouvais qu'être dans le mensonge avec lui. Il ne me laissait que si peu de place qu'il était presque impossible que je m'exprimasse en sa compagnie. J'étais bloquée. Quelque part j'avais l'intuition qu'il était en grande partie faux, et que je n'avais pas intérêt à toucher la moindre de ses fragilités au risque de me prendre toute son agressivité dans la figure. J'avais peur de paraître ridicule devant lui, et le fait qu'il grossisse démesurément ses qualités et les miennes n'aidait pas à ce que je m'affirmasse à ses côtés. À quoi ça sert de rester avec quelqu'un qui ne veut pas me connaître réellement, et qui préfère se concentrer sur un portrait dont il ne peut même pas voir la beauté puisqu'il l'a lui-même démesurément exagéré? Comment un tel portrait ne peut-il pas finir par paraître grossier? Pourquoi a-t-il si peur que son portrait soit ordinaire, et pourquoi tient-il tant à nous le montrer? Louise croit qu'il peut se vendre, qu'on voudra l'acheter, que sa peau est menacée. Non, non, Louise, tu te trompes. Personne ne veut ton portrait, et personne ne veut t'acheter. Tu n'as rien à faire que si ce n'est que de continuer à peindre. Son jeu a bien fonctionné sur moi. J'ai fini par être captivée par sa toile alors que j'en étais à l'origine indifférente. À présent j'en fais partie. L'art de Loïs résidait dans l'effet de rendre grand ce qui est ordinaire. Il ne pouvait vivre qu'avec l'idée que tout était parfait et que personne ne pourrait l'en dissuader. Pour lui, tout allait toujours bien et aucune force ne pouvait le faire tomber car il resterait toujours droit. Rien ne pouvait l'arrêter. Aucune limite, aucun obstacle, aucun sentiment, rien qui devait le rattacher à quelque chose ou à quelqu'un, car chaque lien était une menace à sa verticalité. De ce fait, il se rigidifiait, il devait devenir un roc, un homme infaillible. Il contrôlait le maximum qu'il puisse contrôler afin d'être sûr que rien ne se mettrait au travers de son chemin et qu'il pourrait toujours continuer à avancer sans obstacle. Le problème est qu'il en était devenu tellement dur que la roche avait fini par se fissurer, mais lui, au lieu de se gorger d'eau, s'entêtait à rester sec, ce qui ne faisait qu'empirer ses failles, qu'il ne souhaitait surtout pas voir, et encore moins montrer. Avec son dégoût pour la faiblesse, il en oubliait qu'elle était causée par une profonde affection qui pourrait lui permettre de tempérer ses propres fissures. Il aurait pu être si fort et inspirant s'il n'avait pas fait le choix de s'entêter à rester dur en s'enfonçant de plus en plus dans sa sécheresse. L'humidité des sentiments étant partie, il avait le cœur de pierre et le regard froid. Son terrain étant aride, on ne s'étonnera pas qu'il ait horreur du désert, car il en contenait déjà un en lui. Le feu arrivait de cette sécheresse, et, en pénétrant dans son terrain, j'allais inévitablement être détruite. Lui, en avançant, finirait par brûler de sa propre flamme. Était-ce déjà le cas? La deuxième nuit avec Louise fut affreusement insignifiante, c'était atroce. Les gestes sexuels étaient détestables. Ils avaient l'odeur puante de son indifférence, ce qui laissa le goût d'une déception profonde en bouche. La mécanisation de nos actes me fit sortir de ma torpeur pour me mettre en halte, car rien dans nos échanges n'était naturel. Chacun à notre tour, nous nous donnions du plaisir, sans néanmoins parvenir à le ressentir. Nous jouions sans nous amuser, comme si la vie était égalitaire et qu'elle ne se constituait pas d'inattendus. Nous alternions nos rôles à temps égal, de façon à ce que chacun y ait sa part. Mais nul ne sait que la parité tue l'amour. Le temps qu'il m'accorda se voyait être progressivement réduit au profit du sien. Il n'appréciait que les moments où je me chargeais de lui offrir quelques sensations, mais celles-ci se voyaient dénaturées par la malpropreté de nos ébats et la saleté de ses arrière-pensées. Il dirigeait mes mains pour m'indiquer où je devais les placer. Il m'ordonnait de continuer jusqu'à temps qu'il puisse en jouir. Cela en tenant fermement ma tête pour qu'elle reste bien devant son sexe, avec ce même mouvement répétitif. Nous achevions au moment où il l'eut décidé, c'est-à-dire lorsqu'il s'arracha violemment de mon corps, sèchement et sans aucune tendresse. Puis, il m'a tourné immédiatement le dos. Je me suis sentie humiliée, jetée, utilisée, et particulièrement insignifiante. Il m'aura eue, et toutes mes mauvaises pensées se voyaient s'être confirmées par son comportement. J'en eus froid au cœur.
La brève séparation physique n'était que les prémices d'une lourde séparation psychique. Cette séparation brutale venait masquer ces deux présences étrangères l'une de l'autre, pourtant côte à côte. Lorsqu'à cette suite il éteignit les lumières, je compris que ce noir marquait la scission de nos deux êtres. Il venait ainsi de créer un néant qu'il y aura toujours entre nous, un blanc sec et froid, humide à la manière d'une fracture douloureuse et cassante. Ce néant représentait le lien qu'il y avait entre nous, le tout en assoubrissant davantage le personnage qu'il avait provoqué. Et c'est ainsi que toutes nos mémoires se sont effacées. Lui, toujours décontracté et tranquille, me montra de par son imposante présence toute l'étendue de son parasitage. Il s'étala à plat ventre en étoile, en prenant plus des 3/4 du lit et ne me laissant assis qu'un petit quart de place dont je devais me contenter. Je n'exagère même pas. Dans les faits, ce n'est rien, mais cela signifie beaucoup. Il me signifiait par là que j'étais dans son terrain et que nul n'avait d'importance pour lui. Il avait main mise sur moi, et surtout je compris que je ne signifiais rien à ses yeux, et c'est cette indifférence qui me fit le plus mal. Je ne supportais plus de le voir dénaturé avec son teint pâle et ses yeux absolument absents, qui m'apparurent non pas bras, mais noirs de cruauté. Avant que nous nous endormions, il me conta quelques-uns de ses rêves, en mettant en avant bien évidemment le fait qu'il s'en souvenait facilement, parce que monsieur, bien sûr, avait toujours une excellente mémoire. Étonnamment, il me questionna au retour sur mon univers onirique. « Et toi, tu te souviens bien de tes rêves? Est-ce que tu t'en souviens d'un en particulier ?» Ma mémoire ne m'étant plus accessible, je ne pouvais pas lui répondre. Je me souvenais même plus du rêve avec l'être hermaphrodite. Alors je ne lui offris que quelques mots, et il en était déçu. Je crois qu'il comprit lui aussi qu'il était impossible de nouer du lien avec moi, et que cette relation courait déjà à sa perte. Elle s'était établie dans ses mots. Je l'ai construite par mes gestes, il l'a déconstruite par les siens, mais subsistera sa trace grâce à mes mots. Ma plus grande des facilités étant l'oubli, je ne pouvais que mieux m'affirmer en me taisant. J'étais bien incapable de me creuser pour y dénicher ne serait-ce qu'un mince souvenir. Toute pensée liée au rêve s'était étiolée. J'étais un être qui n'avait jamais rêvé ni espéré. Je restais figée, en me recroquevillant sur moi-même, puis, afin d'éviter le vide et comme rien d'autre ne me vint, j'orientai rapidement la discussion en lui demandant avec l'espoir de discuter un jour de cette relation s'il éprouvait des sentiments. « Est-ce que tu as des sentiments ?» lui avais-je timidement et curieusement demandé. « Ah, terrible maladresse !» C'est alors qu'agité, il se mit à me répondre avec une grande agressivité et une rapidité telle que sa réponse en fut monstrueuse. C'est-à-dire, pourquoi, pour qui, pour toi? Non, j'en ai pas et je te le dis cash, je t'aime pas. Aussitôt après avoir ressenti le pic de la dame se retourner contre mon cœur, je me rassurai mentalement pour ne pas pleurer en me disant que ce n'était pas grave, que je m'en fichais, que moi aussi de toute façon je ne l'aimais pas, et surtout que cela ne m'affectait pas, et que même si c'était le cas, ça n'avait pas d'importance, parce que ça finirait un jour par partir. Je m'étais dit aussi que le fait qu'il ne me portât pas d'intérêt n'était pas grave, puisque mes amis m'en donnaient déjà, et qu'il m'apportait par ailleurs bien d'autres choses. J'étais angoissée, car il me fallait vite camoufler toutes mes sensations, de sorte à rester calme et stable pour pouvoir supporter ses paroles. Ma coquille bloqua alors toutes mes émotions et mes possibilités d'expression. Il fallait absolument qu'elle me protégeât, mais surtout qu'elle se durcît davantage. Il ne s'était jamais montré jusqu'alors aussi violent et surdéfensif avec moi. J'en étais effarouchée, mais surtout profondément triste. J'avais fait l'erreur d'aborder un sujet interdit. En rester à la surface était la condition pour avoir sa compagnie. Impossible de creuser davantage, mais surtout interdiction de nommer le moindre sentiment. Plus il niait l'existence de cette relation en minimisant son importance, plus elle en prenait pour moi. Je savais déjà qu'il ne m'aimait pas, alors pourquoi me le signifier si hautement si ce n'est que par méchanceté? Je ne lui avais jamais réclamé son amour. J'étais restée discrète quant à mon expression, mais surtout je lui avais posé aucune question qui aurait pu heurter sa sensibilité jusqu'à maintenant. Je cherchais à vérifier si une intimité était possible entre nous, mais force est de constater qu'elle ne l'était pas. En ce court instant, il m'avait résumé toute sa fuite des sentiments qu'il retournait constamment contre les autres. Ah, attaquer pour ne pas l'être! L'agressivité de sa réponse fut une façon pour moi de prendre mes distances et de revenir au réel. J'acceptai rapidement le fait qu'il ne me prêtât aucune empathie, car à mon sens je n'étais pas impliquée dans cette histoire, étant donné que j'étais uniquement pour lui l'actrice de son film. Là où ce fut dramatique, c'était qu'il n'ait pas pris en compte ma personne derrière. Il m'avait souillée, il m'avait pris pour un objet onirique qu'il pouvait déplacer et recréer à perpétuité, et moi, je l'avais pris pour réel. Il a perverti la relation. Au lieu de me prendre pour cible, il m'a visé, et mon cœur s'est éteint.
Je m'étais donnée à lui. Mais lui ne sut me prendre qu'en me fragilisant davantage. Je me suis sentie sans valeur et sans importance, et ce sont ces sentiments si puissamment ancrés qui m'auront détruit. Son projet ayant pris le devant sur le réel, il en était devenu inaccessible. Il était porté par l'élan de son univers fantasmagorique. Y participer et l'observer et s'y plonger était certes fascinant, mais surtout extrêmement dangereux car mortifère. Je portais en moi cette douleur de m'être pris d'amour pour un mort, et lui portait la douleur de ne pas pouvoir revenir dans le monde des vivants. J'étais donc rassurée qu'il se dévoilât empathique, car cela le rendait que plus réel puisqu'imparfait. Il aurait été irréel si l'image grandiose qu'il représenta s'inscrivait dans la réalité, mais heureusement, comme tout a une cohérence, il perdit le don d'empathie. Le monstre est toujours celui qui refuse de s'incarner. La sangsue gluante et verte ne m'apparaissait plus car elle m'habitait désormais. C'est là que l'attachement et la dépendance se fit sentir. Je n'étais clairement pas prête à me séparer de lui. J'étais engluée sous la bave d'un monstre dont je ne percevais même plus la dangerosité dont je m'étais inconnue. Je l'ai alors nié. Et c'est là que ma négligence m'a fait méconnaître mon trouble. Ce trouble qui témoigne de cette histoire, car jamais Loïs ne fut possédée par cette bête. Non, jamais. À présent que je ne fais qu'un avec elle, je me retrouve dans la perte. Il m'aura perdue, et m'aura me perdre dans son enfer mouvementé et chaotique par l'intermédiaire d'un gris et épais tourbillon. Il ne m'y sauvera pas, au contraire, il me fuira. Il croyait pouvoir y échapper avec son histoire, mais elle m'a enfoncé encore plus bas. J'ai à présent le vertige. Je suis désorientée et perdue dans son agitation. Il ne viendra pas. Lui n'y pense même pas. Il est ailleurs, lui a oublié. Je vais alors devoir me retourner et ne plus jamais plonger dans ses méandres. En me refilant sa substance visqueuse, il m'aura perdue et maintenant qu'il l'aperçoit, il devra me fuir pour la fuir. Englouti, j'en devenais trouble et imperceptible. J'étais inaccessible et inconnaissable. Le lendemain matin, je voulus partir au plus vite, alors j'avais patiemment attendu ce moment. Dès le réveil, je m'étais précipitée dans la salle de bain pour me préparer rapidement. J'avais pris, comme à mon habitude, très peu, voire presque aucune affaire. Alors j'avais vite fait de les réunir pour partir et je fus prête de bonne heure. J'avais très hâte de regagner ma solitude pour me retrouver. Indépendamment de lui, je n'appréciais la présence d'autrui qu'à petite dose, et il me fallait de toute façon absolument sortir. Louis n'aimait pas cette précipitation. Il voulait choisir du moment où je devais partir, et il ne comprit pas pourquoi j'étais si empressée à partir. J'eus l'impression qu'il voulut me maintenir prisonnière. Je me sentais contrainte, et c'est sans doute ce « je ne te lâcherai pas, ma petite Maria » qui expliqua ce sentiment d'étouffement, et qui, avec le recul, m'avait fait peur. À aucun moment il ne sut déceler dans mon empressement à partir un mal-être. « Prends-moi le petit-déj avant de partir » m'a-t-il dit une fois que je lui avais manifesté cette intention. J'acceptai en acquiesçant pour lui faire plaisir. Mais, dès la fin du petit-déj, je me tâtai timidement à partir. « Je vais bientôt partir si ça te dérange pas. »« Ah oui, déjà ?» s'étonna-t-il. « Oui, je voudrais repartir pas trop tard pour mon cours cet après-midi. »« Ah, quel mensonge, je n'y allais jamais, à ce cours. »« Attends, moi, on va partir ensemble. Je me prépare. J'en ai pour 5 minutes. »« Non, mais t'inquiète, je peux partir seule, de toute façon, on se verra à un autre moment. »« Non, vraiment, j'en ai pour 5 minutes, on va repartir ensemble, puis, dans tous les cas, il faut que j'aille en ville ce matin. » Bah d'accord, je t'attends. Je ne compris pas, mais il tenait à ce que je restasse avec lui. Pourtant, il n'était pas de sa nature de retenir les gens. Au contraire, il avait un caractère indépendant et solitaire. Pourquoi voulait-il me maintenir ici? J'en devins mal à l'aise. C'était pourtant pas à cause de lui, car j'avais confiance en sa personne et j'étais sereine à ses côtés. Mais c'est surtout que nous n'étions pas assez proches pour en arriver jusqu'ici. La situation était incompréhensible, je ne le cernais pas. Sur certains points, je sentais que je pouvais lui faire entièrement confiance. Et cela même s'il était indifférent à ma personne. Mais à d'autres, je trouvais qu'il était l'être qui m'était le plus étranger de la terre. Et je sentais toute l'incohérence comme l'évidence de cette rencontre. Je crois que c'est l'incohérence du personnage qui me fit le plus peur. Il y avait aussi le fait de rester avec une personne qui m'affirme avec méchanceté ne pas m'aimer, d'où cette nécessité de s'enfuir. J'étais surtout extrêmement déçue, car j'attendais bien plus que du sexe dans l'intimité. J'avais tant espéré de lui à m'être dit, avant notre première nuit, qu'il devait être très intéressant dans l'intimité puisqu'il l'était aussi dans les conversations de bar. Je m'imaginais, en vue de ce qu'il reflétait, qu'il devait avoir une intériorité de malade, un monde intérieur très riche. Je m'imaginais en apprendre énormément de lui et me sentir profondément enrichie. Je me réjouissais à l'idée de pouvoir partager de l'intimité avec lui. Je me réjouissais aussi à l'idée de le rencontrer, d'apprendre à le connaître et d'échanger. Mais non, rien de tout ça.
Il n'y avait que son image, sans présence d'âme derrière, que des mensonges. J'allais de déception en déception, et mes rêves se voyaient s'être démolis au fur et à mesure que l'histoire avançait. J'étais profondément frustrée. Je réalisais que l'image qu'il projetait n'existait pas, et donc que je ne le connaîtrais pas. Moi qui étais si heureuse et flattée qu'un homme m'aborda et me témoigna par là de l'intérêt, voilà que je réalisasse qu'il n'avait jamais voulu de moi. Je n'avais pas voulu croire qu'il était possible qu'un homme comme lui s'intéressât à moi, et il m'aura donné raison. Comment ne pas croire que je suis indésirable? L'abruti ne se rendra jamais compte à quel point il m'aura fait puissamment souffrir, mais surtout d'à quel point je le hais de m'avoir souillée et en partie détruite. Il fallait absolument que je sortisse de cet appart. Je tournais alors en rond en observant un peu tous les recoins, les livres, les meubles, les objets et même les aliments. Je m'acclimatais à chaque coin de pièce tout en longeant les murs et en privilégiant l'endroit auprès de la fenêtre comme pour me fondre dans le décor et prendre fuite. J'attendais sagement, mais le temps tournait péniblement. Putain, il fait quoi dans cette salle de bain? M'étais-je demandé. Cela faisait déjà plus de 30 minutes que je l'attendais. N'arrivant pas à canaliser cette nervosité, je refis le tour de son appartement, scrutai mon téléphone à plusieurs reprises, puis vérifiai que j'avais bien réuni toutes mes affaires, dont les DVD qu'il m'avait prêtés. Je devais en prendre grand soin car il y était très attaché, quand bien même il se vantait de ne pas être matérialiste et de n'y être que très peu attaché. Je savais qu'il mentait en très grande partie. On pouvait facilement deviner à son expression de visage que je n'avais pas intérêt à conserver ces DVD trop longtemps, quand bien même monsieur ne souhaitait pas laisser transparaître son attachement. Paradoxalement à ça, il tenait toujours à me donner des petits objets ou à me prêter ses affaires, comme s'il fallait absolument que j'emportasse un bout de lui partout avec moi. Au sein même de mon territoire devaient résider des morceaux de Louis, des traces de sa présence, pour que toujours je me rappelle de son absence. Heureusement qu'il n'a jamais mis les pieds chez moi, ce gros et vilain matou m'aurait trop attendri. Comme le temps me paraissait long, j'observais en jetant des regards curieux dans l'autre ouverture de la salle de bain. Qui aurait pu soupçonner qu'il mettrait presque 1 heure pour se préparer à un véritable spectacle? Monsieur observait méticuleusement le moindre détail de sa peau. Il vérifiait si celle-ci était bien lisse, s'il n'avait pas un poil de trop. Il s'approchait parfois si près du miroir que je l'imaginais embrasser son reflet. Il ne m'avait jamais témoigné jusqu'alors sa préoccupation pour son physique, sans doute parce qu'il avait bien d'autres atouts pour briller indépendamment de son apparence, mais il était vrai qu'il prenait toujours très soin de lui. Il faisait toujours attention à ce qu'il mangeait, à la qualité de son habillement, à sa peau et à son vieillissement qu'il ne laissa d'ailleurs jamais transparaître, celui-ci paraissant toujours très jeune. Pour patienter, j'avais pris l'initiative de faire la vaisselle en me disant qu'il serait tranquille s'il n'avait pas à faire ça en rentrant ce soir chez lui. Il arriva à ce moment-là, puis me dit « Non mais laisse, on s'en fout, je vais faire ça plus tard. »« Non, t'inquiète, ça me dérange pas, puis comme ça, ce sera fait. »« Ok, comme tu veux, c'est gentil de ta part. »« Bah dis donc, t'es pire qu'une fille, toi, dans la salle de bain. » lui avais-je remarqué. « Ah oui, on me le dit souvent. » S'en amusa-t-il. Il semblait content que je lui fasse cette remarque, et son sourire marquait une forme de fierté identitaire mêlée à un semblant d'autodérision. Moi, je m'entretuais à penser que ce n'était pas banal, et qu'une personne équilibrée ne devait pas passer plus de 30 minutes dans une putain de salle de bain. En sortant de celle-ci, Louis m'était apparu comme étant physiquement intact. D'une apparence ordinaire et s'habillant toujours de façon simple et rudimentaire, il souhaitait se normaliser le plus possible. Cette normalité excessive le rendait bien trop lisse, et il avait beau tout faire pour s'y rendre, il restait atypique. Il était très fort sur ce jeu, car il parvenait à mentir sur son apparence elle-même en la rendant ordinaire. Ah, mentir sur les apparences par les apparences. Il voulait faire mentir son apparence pour être sûr qu'on ne le trouvât jamais. Mais c'était raté, car je le reconnaissais entre 1000. Il tenait à se cacher tout en s'exposant. Louis avait besoin de se montrer pour que l'on sût tout de lui. Il avait besoin de s'extérioriser, de parler, et surtout il avait grandement besoin de mon écoute. Il voulait absolument que j'en susse beaucoup de lui, afin que j'en dégageasse une image des plus reluisantes. Il crèverait pour son image, il crèverait pour que j'aie toujours une image positive de lui, et ce même après sa mort, il s'arrangerait pour que je ne gardasse toujours qu'un souvenir extrêmement positif de lui. Il a besoin de savoir que j'aurai toujours de lui un très beau portrait. Il n'a pas besoin de mon amour, il ne se contente que de son image, et moi je préfère en aimer d'autres. Une fois cette rechaussée, nous partîmes, et il me raccompagna jusqu'au métro, car il semblait fortement y tenir. Il voulait que je restasse avec lui. Une fois, il m'avait même fait venir plus tôt pour que je l'accompagnasse faire ses courses. Il avait parlé beaucoup, même en achetant du café, j'eus le droit à un cours sur la gentrification, alors qu'à l'origine, il m'avait expliqué pourquoi il préférait prendre une marque de café plutôt qu'une autre. J'aimais bien l'écouter, et cela ne me gêna pas qu'il s'exposât et se plaçât en position de
sachant. Bien d'autres auraient trouvé ça insupportable. Moi non, du moins pas pour le moment. De toute façon, je n'aurais jamais pu rester trop longtemps avec lui. Je ne l'avais pas premièrement désiré, et nos deux êtres ne s'harmonisaient que très peu. Il m'était et me sera toujours très étranger, qu'importe la proximité qu'il pût y avoir eu entre nous. Il dérivait si vite d'un sujet à un autre qu'il m'était difficile de suivre ses pensées, dont il cessait d'en extérioriser les aboutissements. À force de l'entendre parler, j'eus la migraine de n'avoir que lui en tête. Et cela passait aussi dans des gestes et paroles simples du quotidien. C'est peut-être anodin, mais je vous assure qu'au long terme, ce sont des petits détails qui envahissent le crâne et qui rendent le personnage contradictoire, voire incohérent. Par exemple, lorsqu'il me proposait de m'acheter un croissant, que je disais non, il me répondait « Tu as raison, c'est pas bon pour la santé ». Une fois, je lui ai dit oui, il m'a dit « Tu as raison, il faut se faire plaisir ». J'ai voulu l'acheter sur le moment, il m'a dit « Non, on s'en achètera un plus tard ». Je savais pas trop comment réagir. Je pouvais pas juste faire des choix quelconques sans qu'il ne commentât et qu'il dirigeât. C'était très pénible et surtout ça n'encourageait pas mon expression. Je me taisais donc et je n'agissais que s'il était en accord avec mon acte. C'est toute une multitude de contradictions qui, à l'ensemble, formaient une énorme incohérence et ouvraient sur une immense confusion qui empêchait de passer à autre chose car me faisait toujours m'y attarder sur ces petits détails d'incohérence. Ainsi, rien de ce qu'il prétendait être de ses valeurs ne l'était réellement. L'une de ses plus grandes était le fait d'être naturel et sans artifice. Il avait beau être abordable et dégager l'aura d'une personne détendue, simple et ouverte d'esprit, il n'en demeure pas moins qu'il tient trop à son image et a beaucoup trop d'ego pour prétendre être naturel et sans artifice. Il avait l'attitude, le comportement et le geste d'un parfait manipulateur narcissique. Je ne saurais le décrire mieux.